Bonsoir, bonsoir. Merci d'être assises et assis. Voilà, c'est très efficace en général. Oh, le silence se fait. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Installez-vous. Merci, bonsoir, welcome to this EPFL 10th edition of My Thesis in 180 Seconds. My name is Anne-Laure Ganac. I'm a French-speaking journalist, and I will be, I'm speaking French, but sometimes I'm switching to English, because both languages will be spoken tonight by the candidates. So, j'en profite pour vous dire que cette soirée, elle est filmée, afin que le monde et toutes les générations à venir puissent profiter de vos présentations, chères candidates et candidats. Aussi, pour ne rien gâcher de la fête, je vous remercie de rallumer vos téléphones une fois la soirée terminée. So please don't forget to unmute your phone after the event. So to open the ceremony, I'm happy to welcome on stage the Associate Vice President for Research, Professeur Annalisa Buffa. Welcome, Annalisa. Thank you very much. Thanks. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut se congratuler avec vous tous pour avoir décidé de vous lancer dans cette aventure. Participer à ma thèse en 180 secondes, ce n'est pas donné à tout le monde, ça demande du courage, de l'énergie, de la volonté, donc vraiment bravo. Juste pour commencer, vraiment bravo à vous tous. Donc à l'EPFL, et je pense dans tous les grandes universités, on croit fortement que la science ne doit pas rester seulement dans le labo. Dans le labo, on crée, on découvre. Des fois, on se retrouve aussi frustré pour ne pas avoir découvert assez. Mais là, vous avez accepté un rôle différent, et c'est le rôle d'être un pont entre la science et la société. Donc, dans votre effort de pouvoir expliquer votre recherche en 3 minutes, vous placez vraiment là pour aider la société, pour apprendre comment aider la société à comprendre la complexité de la science. Et je pense que c'est un effort que aujourd'hui plus que jamais est très important, parce que le monde est on reçoit des informations de tous les côtés. Souvent, ce n'est pas des informations très claires. Des fois, c'est même des informations fausses. Donc, votre effort est très important dans la direction vraiment de devenir des communicateurs de la science. Pas fausse, on va dire. Voilà. Et puis, donc, je pense que voilà, donc, c'est super bien ce que vous faites de ce point de vue-là. Et je pense que la connaissance, c'est ce qui va amener le monde vers des décisions éclairées. Donc, vous êtes porteur de la connaissance et vous êtes bien conscient de ça en voulant apprendre comment la présenter, la déchiffrer. Donc, avec cette petite introduction, je vous laisse. Alors, vous avez chacun de vous 3 minutes pour convaincre le jury qui est devant moi que vous êtes les meilleurs. Donc, bon courage à vous tous. Et voilà, bonne science, belle fête. Voilà. Merci, professeur. Professeur Annalisa Buffa. Donc, ma thèse en 180 secondes. Alors, quel est le concept? Eh bien, comme la vie est bien faite, la réponse est dans le titre. Il s'agit de présenter une thèse en 180 secondes et pas une de plus. Sinon, ça s'appellerait ma thèse en 180 secondes et des brouettes. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment très précis. Maximum 180 secondes, maximum une slide. So each candidate will have precisely 180 seconds to present a thesis with one slide. So tonight we have 14 candidates just here. At the end of all the presentations, you will have the opportunity to vote for one of them or two of them, your favorite ones, usually, that's how it works. So pour cela, vous avez reçu un code à 6 lettres à l'entrée. Alors ne cherchez pas
à le déchiffrer, hein, et ce n'est pas une équation à résoudre, c'est vraiment juste un code à garder. Il va vous permettre de voter et il est unique, donc gardez-le précieusement. At the end of the presentation, you will have the opportunity to vote with the 6-letter code you just received when you arrived, and it's not an access to a secret room. It's really only to vote. Ma thèse en 180 secondes, on l'a dit, c'est un concours, donc il y a un jury. Merci de suivre. Il est là, ce jury, composé de plusieurs membres. Ce jury, il a un président. Ce président, c'est le provost de l'EPFL, professeur Ambrogio Fasoli, que je remercie de se lever. Professeur Ambrogio Fasoli a pour domaine de prédilection la physique de la faculté, donc SB. Les membres du jury, la vice-présidente associée pour l'éducation doctorale et la formation continue, professeure Anne-Marie Kermarek, qui est ici. Donc, elle, son truc, c'est l'informatique de la faculté IC. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous se posent des questions existentielles sur les matériaux cimentaires. Eh bien, la meilleure interlocutrice, c'est la professeure Karen Scrivener de la faculté STI. Et puis, si vous espérez faire quelque chose de vos travaux de recherche, de l'innovation, de la technologie, du business, ça, c'est le domaine de Mauro Latuada, Manager Tech Transfer. Et puis bon, si vous ne parvenez pas à transformer votre recherche en business, ou bien si l'argent vous intéresse moins que la transmission du savoir, alors vous pourrez aspirer à une carrière telle que celle de Bastien Confineau, journaliste scientifique. Qui rend toutes les sciences passionnantes sur les ondes de la RTS. Alors, comment ce jury va se mettre d'accord pour voter? Eh bien, justement, l'an dernier, Bastien Confineau est reparti en béquille. Sachez-le. Si, des images existent, vous pouvez les regarder. Bon, je dois ajouter qu'il était aussi arrivé en béquille, hein, donc ça n'a rien à voir avec le vote. Les membres du jury ne se battent pas, donc en bon jury suisse, ils trouvent un consensus grâce à des critères. Alors voici ces critères. Here are the 3 main criteria. First is speakers, talent and engagement. So please let us feel the passion that runs through you when you talk about hydrogen metal interactions or tensegrity networks, and that's an important criteria. Second criteria is popularization. So please make your knowledge accessible to all of us. Third criterion is the presentation structure. So there's a beginning, a middle, an evolution, an end. That's roughly enough to have a presentation structure. And so that's the 3 main criteria. The jury will be seeing if it's followed. So why make so much effort? Because you may have some prizes. Voici le premier prix du jury, deuxième prix du jury, troisième prix du jury. Je vous laisse lire la suite. Prix du public. Voilà. Au passage, nous pouvons remercier nos sponsors, les sponsors qui sont la Fondation EPFL+, ainsi que Garrett. Merci à eux. Les lauréats et lauréates iront en finale suisse et cette année, elle se tiendra le 21 mai, ici même à l'EPFL. Donc on se réjouit de vous y retrouver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma thèse en 180 secondes, en 180 secondes, only 180 seconds, donc il faut que ce soit chronométré. Et ce chronomètre, il fonctionne, la preuve. Faisons un test. Voilà. Là, en général, quelqu'un parle, présente sa thèse en 180 secondes et à la fin, ça fait... Voilà, ça c'est le gong. Donc ça fonctionne et avec ce gong, eh bien, on saura que c'est fini et que vous avez présenté votre thèse. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Si vous êtes prêtes et prêts, chères candidates, chers candidats, j'ai le plaisir d'appeler sur scène the first candidate. Tonight, the first candidate is Rohan Singh.
Welcome, Rohan. Thank you. So you came with some friends, I can hear. Oh, really? Yes, I don't know. I've heard them. So your thesis has this title, Diet, Glucose Responses and the Microbiome Patterns from a Digital Cohort on Personalized Nutrition. And this was under the supervision of Professor Marcel Salaté. So when you are ready, Rohan, you just wave at Vincent, who is over here, and then it starts. Okay. Are you ready? Yeah, let's get this started. Yes. Don't we get a lot of advice about nutrition from everywhere? Social media says, oh, you should eat this. Family says, avoid that. And then your friend says, hey, trust me, this worked for me. But we are all different. Different genetics, different lifestyle, even different gut bacteria. So whose advice to follow? Wouldn't it be better if we could test this objectively? That is why in our lab, we built this nutrition tracking app. All you have to do is take a picture of your meal or scan food items you buy at the supermarket, and the app will compute what you ate and how much. And so using this, we ran a study of more than 1,000 people who logged what they ate for weeks. Plus, we gave them sensors to continuously record their blood glucose levels and collected their stool samples to know their gut microbiome. Now that's a lot of data. Someone has to clean it, connect it, and make sense out of it. That's where my PhD comes in. To find real patterns from noise and to make predictions. For instance, I built models that could predict a person's glucose response for any given meal with good accuracy. That's useful for glucose management. Not only that, we found that the link between gut and diet is so strong that if you gave me your gut microbiome, I can tell you your diet quality. So, what should you eat? If you want to increase your gut microbial diversity, which is a metric of a healthy gut, you should eat different vegetables, whole fruits, not juices, some seafood, plain yogurt, some nuts. But here's the thing. It's not about eating more of them. What matters more is regularity. So you cannot skip eating fruits all week and try to compensate on a Sunday. Your gut does not work that way. Another aspect I explored, food additives. Consuming certain combination of food additives, especially those containing sweeteners, they tend to show reduced gut diversity. So even though they might show lower blood sugar levels, they might still be bad for your gut. And that's independent of your fast food consumption, which is also bad. So all in all, I did all this PhD to realize that my mom was correct. If she were here, she would say, I told you so. Thank you. Thank you, Rohan Singh. Our second candidate is Celia Hermoso Diaz. Hi, welcome, Celia. So your thesis is about DC-DC converter for data center power supply. It was made under the supervision of Professor Drazen Dujic. How do you feel? Good. Good? Thanks. So you can come in the center. Yeah, thank you. So that everybody can see you. Mm-hmm. When you're ready, you wave at Maxime. Okay, Thanks. Thank you. Go on. Data centers are consuming massive amounts of energy. When we ask ChatGPT a question, we are used to getting the answer in seconds. And while this might feel effortless on our side, it requires a significant computational power. But power isn't the problem. It's the efficiency. There's a large portion of energy entering the data center building that is lost in its distribution, never actually reaching the servers. Nowadays, the electrical distribution inside data centers uses alternating current, which is the same kind of distribution we have in our houses.
But the computers inside the servers require direct current to run. This is the same kind of energy stored in batteries and the same kind of energy produced by solar panels. So this implies that with the current infrastructure, the energy traveling from the grid to the servers must be converted several times. Think of it as translating a sentence between two languages. Every time you translate, a little bit of meaning is lost. So inside data centers, every time we convert energy, a little bit of it turns into heat, so it is lost. But thanks to the advancements in power electronics, future data centers infrastructure will use all direct current distribution, where we can use directly solar panels to supply the servers, as well as batteries. And most importantly, we can skip some of these unnecessary translations. My thesis focuses on designing the server power supplies of the future direct current distribution of data centers. I specifically work on two directions. First, I use a method that turns on and off electricity at very fast speeds, but with perfect timing. Think of it as pushing a swing. If you push against the direction, it's hard. But if you wait until it reaches the highest point, and then you follow the direction, it's effortless. So the electronic circuits I design capture this effortless rhythm and allow power to flow without creating any friction or heat. And also, thanks to these fast switching speeds, I can use smaller components in my designs. So one of the bulkiest parts inside power supplies, the transformer, can be made using less copper and smaller magnetic cores. So shrinking down these parts achieves what we call power density. Power density is the ability to handle more power in the same amount of space. So data centers can scale up their computational capacity without the need of building new facilities. So by the end of my thesis, this technology is set to be integrated right here at the EPFL data center, and maybe in data centers globally. So the next time that you ask ChatGPT a question, it will consume less energy. Thank you. Thank you. It was Celia Hermoso Diaz. Let's welcome our third candidate. Our third candidate is Prabhu Prasad Swain. Welcome, Prabhu. Yeah. How are you? I'm good. Great? Yeah. Okay, it's now or never, you know? Yeah. Yeah. High time. So your thesis is about multi-parametric 3D tomography using AFM and SEM. It was done under the supervision of Professor Georg Fantner. When you're ready, you just say it. Thank you. Thank you. Curiosity drives mankind. When I was a child and I was curious, I would peek and look into things. That's what scientists do to the nanoscopic world. They peek and look into it using microscopes. But what springs to your mind when I say the word microscope? Probably a binocular type object where you see through and look into. However, we human beings also have other senses, like the sense of touch and feeling. And this is where my thesis starts. Hi, I am Prabhu and I build microscopes. Microscopes that can feel and touch the nanoscopic world. While you touch with a finger, I touch with an atomic needle. A needle billion times smaller than our fingertip, capable of sensing the forces in atoms. However, you don't want to go poking around without knowing where you are poking around, right? That's why I have integrated this atomic force microscope, AFM, inside a scanning electron microscope, which is SEM. Don't get scared. Electron microscopes are very similar to normal microscopes that you used in your school, except that electrons are tinier than the particles of light, allowing us to capture images at very high resolution. So, combining an AFM and an SEM together in a single microscopic platform, we can see and sense biological tissue at a very fine detail. But there is one more requirement when we are capturing a very high resolution image.
That is, the object should be still. I achieve that by freezing the biological tissue, freezing them at temperatures 200 degrees lower than the freezing point of water, so that the structure is preserved in space and time. Then I can bring them to this microscopic platform where I can slice through them layer by layer, capturing the surface morphology with an AFM and the ultrastructural context with an SEM. Putting these two information together, I can create multi-parametric three-dimensional tomography maps, which gives me the architecture of the biological tissue in very fine detail. We have used this to study the structure of the retina of our eye and how it ages. We can also use to study immunological response when we fight cancer or cholesterol deposition in blood vessels. With the advent of artificial intelligence, these data sets can be used for early detection and diagnosis of diseases for personalized medicine. So next time, please remember, seeing while touching is believing. Thank you. Thank you. Thank you, Prabhu. Always on the gong. Please welcome our fourth candidate, Anthony Gralak. Hello. Welcome. Here is your thesis. Characterization of human transcription factors in a methylation-sensitive context and deciphering their regulatory role at a single-cell level. Way too long. I think it took me 180 seconds to say that. You're lucky you don't have to say it in your presentation. I know, yeah. Right. It was done under the supervision of Professor Bart de Planck. Are you ready, Anthony? Yes. Enjoy. Thank you. Most of you have probably already heard about cells and DNA. It may not surprise you to hear that your bodies are made up of many, many cells, and that almost all of them contain your DNA. However, every cell in your body has basically the exact same DNA. So how can a cell at your fingertip be so much different from, let's say, a brain cell? To explain this, I would like to give you an analogy. Imagine cells as cities, thriving and complex ecosystems with road networks, power plants, and various buildings. Inside every city, there is a library filled with millions of books and texts that contain detailed instructions on how to build and run the city. A biologist calls this library the cell nucleus, and the books are the DNA. Now, in my analogy, every city has the same library filled with the exact same books. What's different between the cities are the librarians. You see, each librarian has their own reading preferences. Each one decides which books they pick and pass on to the city's architects and engineers. It's ultimately the librarian's choices that shape how the city is built and how it functions. To make things even more complicated, and we are still in the analogy here, librarians work together. So to truly understand a city, we must know how they influence one another. Now, back in real life, these librarians are a specific set of proteins that interact with DNA. And even today, we still don't know what many of them like to read. So, how do we find out? Unlike a library, all of this happens, of course, on an incredibly small scale. In my PhD, I therefore use something like tiny pinchers with which I can capture the exact moment when a protein reaches for DNA. Then, with a set of experimental procedures, I can identify the DNA that was grabbed. And that way, I learn what the protein likes to read, and I obtain valuable information about where on the DNA it usually likes to sit, and also with which other proteins it typically interacts. With this knowledge, we can better understand how cells work, and also why they stop working in certain diseases. Or,
In other words, and to go back to my analogy, if a city is dysfunctional, which librarians would you fire, and which would you hire to repair the damages? Thank you very much. Thank you. Thank you, Anthony Gralak. Nous allons accueillir maintenant notre 5e candidate. Il s'agit de Giulia Ramella. Pardon. Merci. Je regardais le jury qui était en panique en disant mais comment on va les séparer? C'est pas possible, ces candidats sont trop bons. Voilà. Vous n'avez encore vu que 4 candidats. Voici la 5e, donc Giulia Ramella, et voici le titre de votre thèse, Contribution à des stratégies d'aide efficaces pour favoriser la mobilité en extérieur des personnes âgées. C'est une thèse que vous avez faite sous la supervision du docteur Mohamed Bouri et professeur Auke Ispert. Ça va, vous êtes prête? Oui, merci. Alors, profitez de ces 180 secondes. Aujourd'hui, j'ai oublié mon exosquelette au laboratoire. Mais c'est pas grave, je le porte déjà tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est un exosquelette? Vous vous demandez peut-être. Je vous invite à regarder derrière moi. Alors non, il ne faut pas s'imaginer une armure futuriste ou quelque chose pour des super-héros. Mon exosquelette est beaucoup plus simple. C'est un peu comme un pantalon robotisé. Et c'est facile à mettre. On met une ceinture, on met des interfaces pour les jambes, et on est prêt à partir. Mon exosquelette a été conçu pour vous aider dans vos mouvements du quotidien, tout en vous laissant un contrôle. Mais qui pourrait bénéficier d'un exosquelette? Pensons aux personnes âgées. Nous savons qu'avec l'âge, les mouvements deviennent plus difficiles et il y a moins de motivation. Donc, comment motiver les personnes à bouger plus, à avoir cette indépendance de tous les jours? Exactement, avec mon exosquelette. C'est un peu comme un vélo électrique, pour vous faire comprendre. Il nous aide dans nos déplacements, mais pas en vélo, avec la marche. Pour qu'il soit vraiment efficace, mon exosquelette doit bien suivre la personne qui le porte. Et c'est là que j'entre en scène. Je suis ingénieur et je m'occupe de programmer mon exosquelette pour qu'il soit plus confortable, plus intelligent et plus adaptatif. Pour faire cela, c'est pas évident, parce que mon exosquelette, finalement, c'est un robot. Donc, pendant mon doctorat, j'ai développé une approche avec l'intelligence artificielle pour comprendre la marche et pour dire à mon exosquelette comment suivre la personne. Après, il faut tester l'exosquelette. Donc, je demande aux volontaires ou je le porte moi-même et je mesure la façon de marcher et les bénéfices que ça peut apporter. Donc oui, je ne vous ai pas menti au début. Je le porte vraiment tous les jours pour le tester. Parce que, au final, le but de ma thèse, c'est de développer un dispositif qui puisse suivre chaque personne, chaque individu dans chaque environnement. J'envisage un futur où tout le monde pourra bénéficier d'un exosquelette pour la marche. Les bénéfices que vous pourriez avoir, je vous invite encore une fois à regarder l'image derrière moi. Si gravir un escalier devient un peu plus difficile, je pourrais vous apporter un exosquelette avec lequel vous pourriez avoir un petit peu plus d'aide pour faire un escalier. Parce que, au final, j'imagine si quelqu'un dans le public ici se sentira un peu moins motivé et un peu plus fatigué avec l'âge, j'espère avoir la solution pour vous. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous apporterai un exosquelette, c'est promis, livraison incluse. Merci. Merci, Giulia. So, here's a summary of our first 5 candidates. Rohan Singh, he wants to help everyone to discover the secrets of one's healthy gut, which is pretty much what his mom told him it was. The second candidate, Celia Hermoso Diaz, her PhD focuses on designing server power supplies for the new direct current distribution of future data centers. The third candidate is Prabhu Prasad Swain. He builds microscopes that can feel and touch the nanoscale with precision.
As for the fourth candidate, Anthony Grelak, he tries to understand what proteins like to read, where on the DNA they like to sit, and how they interact. You know, it was enough. You didn't need 180 seconds, actually. Just OK. And our fifth candidate, Julia Ramella, eh bien, elle aspire à développer un exosquelette qui puisse assister chaque pas, chaque individu dans chaque environnement. Voilà pour les 5 premiers candidats, les 5 premières présentations. Let's move on to the next candidates. Our sixth candidate is Jacopo Bilotto. Hi, Jacopo. Hello. How are you? All good? Good? Yes. Yeah. That's a good start. Rheology of non-spherical particles with applications to food processing. That's your thesis? Correct. Good. Professor Jean-François Molinari was your professor for this supervision. Yeah. And so when you are ready, Jacopo, you just wave at Maxime over there. Okay? Enjoy. Thank you. How many of you have eaten rice in the last week? Well, you're not alone. In Switzerland, on average, we eat around 4 kilograms per year per person, and globally more than 600 million tons are consumed. However, to get that white rice from the fields to your plate, each grain has to be stripped of its brown outer skin. This is done by swirling around hundreds of thousands of grains at high speeds inside milling machines. Now, despite hundreds of years of innovation in the process, there are still 2 main shortcomings. The global footprint, or the global carbon footprint of the process, is roughly equivalent to 10% of Switzerland's total emission. Worse, these machines are a bit clumsy. They break a percentage of the grains, resulting in food and energy waste. Even a tiny 1% improvement could have a staggering world impact. So why not just build better machines? Well, because it's a delicate balancing act. If the forces inside the machine are too high, you get perfectly white rice, but it's shattered into 1,000 pieces. If the forces are too low to protect the grains, nothing happens, you are left with brown rice. Finding the efficient sweet spot turned out to be harder than I thought at the beginning of the PhD, and that's why I'm still doing it. I work at the intersection of engineering and physics to try and see what happens inside those machines. Rather than building physically expensive prototypes, I build virtual ones, which allow us to simulate how forces are transmitted from each tiny grain to the next. To turn white, the grains need to rub against one another in the container. This process relies entirely on friction. Now, imagine a crowd of people like us trying to exit this room. If everyone walks calmly, there is flow, but there's no friction. While this is great for evacuation, it's useless for polishing. Inside those machines, we want them to jam and stay partly locked in place to shed their skin. Additionally, the rice grains have a peculiar shape. They are a bit elongated. Imagine that same crowd of people again, but now everyone is carrying a ladder sideways. It's a mess. You bump into each other, you might get stuck in the doorway, and if someone pushes you from the back, the ladder might snap. Now, this is very similar to the physics of rice inside those machines. If the grains all align perfectly, there is very good flow, but little polishing. If they twist sideways too much, the machine might snap them in half. My aim is to understand how this works and design better geometries that allow us to control the orientation and the forces of the grains during the jam. If my research is successful, a few years down the line, when you eat rice, maybe more of it will have made it from the fields to your plate, and possibly with a lower carbon footprint on our planet. Thank you. Thank you. Thank you, Jacopo. Our seventh candidate is Shruti Raja. Welcome, Shruti. Thank you. So here is the title of your thesis: Nutritional Regulation of Muscle Stem Cell Mediated Skeletal Muscle Growth During Exercise and Early Life Weaning. Yes. It was done under the supervision of Dr. Jérôme Feige. Yes, it is. Are you ready, Shruti? Absolutely. Great. So enjoy.
Thank you. Okay, check. In our body, there is a constant battle between two extremes. That is between building versus breakdown. This battle is particularly relevant for skeletal muscle, a tissue that keeps us mobile and independent. As an infant, when we grow, muscle grows. But as we age, or with a sedentary lifestyle, muscle starts to break down. And over time, this leads to muscle loss. However, skeletal muscle has its remarkable capacity to grow back in response to a challenge. In scientific terms, we call this anabolic adaptations. So, how do we tip the balance towards anabolic adaptation? Most of you already know the answer. It is through exercise. Yes, exercise builds muscle, but how exactly does it do it? The answer is sleeping within your muscle in the name of these teeny tiny cells called as muscle stem cells. Now, let's imagine our muscle is like a building under construction. Exercise creates demand. It is like laying the foundation. Muscle stem cells are builders. They wake up, they multiply in number, and then they fuse to the muscle, thereby increasing the size of the muscle. However, builders don't work without proper instructions. So who tells them how much to build and what to build? This missing component here is what we call as messengers, many of which are derived from nutrition. So for a muscle to grow efficiently, you need all three: exercise as demand, muscle stem cells as builders, and nutrients as messengers. In this scenario, wouldn't it be interesting to ask if we could help the builders build better by modulating the messengers? Meaning, can we target the muscle stem cell function through nutrition and enhance muscle growth? That is exactly what I'm asking in my PhD. Aiming for a stem cell targeted approach, our team screened for more than 50,000 food-derived bioactive molecules and identified a combination of vitamin B3 and vitamin B6 that together boost muscle stem cell function. Using preclinical mouse models, I supplement this vitamin combination, let the subjects exercise, and then quantify how efficiently muscle stem cells fuse and how fast muscle grows. Why is this important? Well, muscle growth is not only relevant for athletes or bodybuilders who want to perform better. It is equally important for aging population or even cancer patients who are constantly battling muscle loss. With this targeted approach, we are not only helping the builders build better, but also opening the doors for the future of precision nutrition in muscle health. Thank you. Thank you. Thank you, Shruti Raja. Il est temps d'accueillir notre 8e candidate. Il s'agit de Camille Lambert. Qui est venue avec de la famille, donc, et des amis, ou des collègues, ou je ne sais pas, tout le labo est venu. Profilage phénotypique de cellules tumorales circulantes par co-acquisition d'images à haute résolution et de données de séquençage unicellulaire. Voici le thème de votre thèse réalisée sous la supervision du professeur Bart de Planck. Quand vous êtes prête, Camille, eh bien, vous pouvez commencer. Merci. Plongeons ensemble à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Autour de nous circulent les cellules de sang, les globules rouges, les globules blancs, et en jaune, les plaquettes. Mais si vous regardez bien, il y a une autre cellule tout au fond là-bas. Et celle-là, c'est une cellule de cancer très dangereuse. On l'appelle une cellule tumorale circulante. Elle vient d'une tumeur, s'y est détachée, et circule désormais dans le sang pour atteindre d'autres organes du corps. Là, elle pourra former de nouvelles tumeurs, des métastases. En fait, ce trajet dans le sang, il est très difficile et la majorité des cellules tumorales circulantes ne survit pas. Mais une seule peut suffire à propager le cancer et la maladie devient alors très difficile à combattre. Alors, qu'en est-il de la cellule que nous voyons là? Va-t-elle survivre dans le sang? Va-t-elle propager le cancer dans les poumons, dans le cerveau ou ailleurs?
Imaginez si on pouvait prédire ses capacités simplement en la regardant. Ça serait un outil extrêmement puissant pour nous aider à combattre la maladie. Alors comment faire pour lier l'apparence d'une cellule à ses capacités? Et c'est là tout l'objectif de ma thèse. En fait, en biologie, pour étudier l'apparence des cellules, on les regarde souvent sous un microscope. Et ce que l'on a déjà observé chez les cellules tumorales circulantes, c'est qu'elles sont toutes très différentes les unes des autres. Certaines sont très rondes, d'autres sont plus grandes et complètement difformes. Qu'en est-il des capacités de la cellule maintenant? Comment récupérer ces informations? En fait, si vous voulez, une cellule, c'est un petit peu comme une boîte noire. C'est seulement en l'ouvrant et en récupérant ce qu'il y a à l'intérieur que l'on peut comprendre de quoi elle est vraiment capable. Et dans le laboratoire où je fais ma thèse, on a fabriqué une nouvelle machine qui nous permet d'obtenir les deux informations à la fois pour la même cellule. En gros, la machine prend en photo de la cellule juste avant de l'ouvrir pour récupérer ce qu'elle a dans le ventre. On a donc analysé des cellules tumorales circulantes avec notre machine. J'ai récupéré les deux informations et je les ai mises en lien pour comprendre quelles caractéristiques physiques de la cellule nous renseignent sur quel comportement cellulaire agressif. Par exemple, j'ai déjà trouvé que la taille de la cellule ou que la texture à sa surface nous donnait des indications cruciales sur leur capacité à s'adapter à leur environnement. Mais imaginez, si nous réussissons à faire ce lien intégralement entre les deux, alors une simple prise de sang et une photo des cellules d'un patient pourrait nous permettre de mieux diagnostiquer son cancer rapidement et à moindre coût. Et peut-être même qu'un jour, nous pourrons anticiper l'évolution de la maladie et intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était Camille Lambert. Notre 9e candidat est Mehdi Al-Gadini. Mehdi Ali Gadiri, je corrige. Voici le titre de votre thèse, microcathéter intégrant des capteurs MEMS pour l'analyse de la pression et du débit lors des interventions endovasculaires. Cette thèse est faite sous la supervision de professeur Selman Sakar de l'EPFL et professeur Olivier Muller du service de cardiologie du CHUV. Vous regardez vers là, ils sont là? Oui, il est venu. Oui, les deux sont là. Hein. Bon, c'est bien. Pas de stress pour autant, ça va ça. Non. Non, tranquille. Tranquille. C'est à vous, Mehdi. Je veux vous parler d'une machine d'exception. Elle bat sans s'arrêter, 100 000 fois par jour, et fait circuler plus de 7 000 litres dans 100 000 km de tuyaux. Cette machine, c'est notre cœur. Mais comme toute installation, elle peut s'encrasser. La principale cause, c'est l'artérosclérose, une maladie silencieuse qui progresse chez chacun de nous dès l'adolescence, plus ou moins rapidement selon nos habitudes de vie et de notre génétique. Elle correspond à la formation de plaques dans les artères, un peu comme du calcaire qui s'accumule dans des tuyaux. Et selon où ces plaques apparaissent, les conséquences peuvent être graves, parfois fatales. Au niveau du cœur, c'est la crise cardiaque. Au niveau du cerveau, l'accident vasculaire cérébral. À elles seules, les maladies cardiovasculaires représentent plus d'un tiers des décès dans le monde. Nous connaissons tous un parent, une amie, un collègue qui en a souffert ou qui en souffrira. Pour évaluer les tuyaux du cœur et savoir lesquels traiter, les cardiologues utilisent des cathéters, de longs fils qui font glisser jusqu'au cœur pour injecter un produit et les visualiser sur un écran. C'est ce qu'on appelle une angiographie. Mais ils ne peuvent qu'évaluer les grosses canalisations, à peine 5% de la circulation totale. Les 95% restants, ce réseau plus fin qu'on appelle la microcirculation, reste hors de portée en pratique courante. Mais comment évaluer ces artères qui sont plus fines qu'1 millimètre? Ou plus concrètement, quand voir ne suffit plus, peut-on quand même quantifier? Nous avons tous déjà joué avec un tuyau d'arrosage. Vous pincez l'extrémité, la pression augmente et le débit change. Et bien dans nos artères, c'est pareil. Tout est une histoire de pression et de débit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
nous n'avons pas encore d'outils capables de mesurer ces variations directement dans les artères. Et c'est là qu'intervient ma thèse. Je suis médecin, mais aussi ingénieur. En gros, un plombier un peu cher. Je travaille à l'interface de la microtechnique et de la médecine. Mon objectif, concevoir un nouvel outil, un nouveau cathéter, un fil aussi fin qu'un cheveu, équipé de capteurs miniaturisés à l'extrême, capables de mesurer la pression et les débits dans les plus petits vaisseaux du corps humain. Un fil qui ne se contente pas de traverser les artères. Il mesure, il diagnostique, il guide le traitement et révèle enfin la microcirculation, là où le cœur parle tout bas. Et si demain ce cathéter permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard, s'il permet à cette machine remarquable de continuer de battre, alors nous pourrons dire qu'en médecine, comme dans la vie, parfois, tout ne tient qu'à un fil. Merci beaucoup. C'était Mehdi Aligadiri. Voici notre... here is our 10th candidate. It's Claire Petsch. Oh, wow, you also have a board. Wow, that's a full support huge system. Fans, yes. Claire Petsch, so your thesis is about modeling hydrogen-metal interactions from first principles. That's correct. Great, and it was done under the supervision of Professor Anirudh Raju-Natarajan. Yes. Are you ready, Claire? Yes, I am. Okay, have fun. We are in the middle of an energy transition. We are relying more and more on the sun and the wind to power our world. But nature has its own rhythm, right? The sun doesn't always shine and the wind doesn't always blow. And the question becomes, how do we keep the energy flowing? My name is Claire and I study how hydrogen storage can help us solve this problem. Now, the tricky thing about storing hydrogen is its density. At normal condition, it's a gas, right? So it takes up a lot of space. The challenge is to store a large amount of hydrogen in a small volume and in a safe way. One promising way of doing this is to let hydrogen react with metals. Together, they form something we call metal hydrides. In the image behind me, you see hydrogen sitting in between the metal atoms. The colors mark different places that hydrogen can be in, each representing a unique neighborhood of metal atoms that surround it. But it's not that simple. Just like us, hydrogen can be a little picky. I try to have a conversation with them, but they won't tell me why they prefer bonding with some metals more than others. I mean, I get it. We're not on the same wavelength. We have to find another way. Now, we could try to test this experimentally, right? But there's simply too many metals to explore. And even then, hydrogen is hard to see. Turns out hydrogen is so light that it barely interacts with the tools we use to look inside materials. And that's where my PhD comes in. I build computational models that learn from quantum mechanics how hydrogen interacts with different kinds of metals. Once my models capture these interactions, I can run simulations at different temperature and pressure and predict how much hydrogen is being stored. And that's where things get really interesting, because these models can tell us something that experiments can't, and that is where the hydrogen prefers to be inside the metal. Turns out that most metals offer hydrogen one type of neighborhood. We found that the metals that tend to store the largest amount of hydrogen are the ones that offer multiple types of neighborhood. And that's what creates the extra storage. So with this insight in our models, we're able to explore more efficient ways of discovering better materials. Instead of looking for metals that squeeze hydrogen atoms closer, we look for metals that allow multiple types of places to be in. And storing more hydrogen means storing more energy. So when there's more sun and wind than we need, we can store this extra energy as hydrogen and turn it back into power when we need it most. And this all starts by designing materials at the atomic scale. Thank you. Thank you. Thank you. It was Claire Petsch. So let's summarize what we've seen so far. Our sixth candidate was Jacopo Bilotto. He aims to reduce the global waste of rice by studying what is happening in the machines that are polishing
rice grains and by working on their efficiency. Do you want to know what the seventh candidate was talking about? Yes. So our seventh candidate was Sruti Raja, studying how we can target the muscle stem cell function through nutrition to accelerate muscle growth. La huitième candidate, Camille Lambert, souhaite dans sa thèse en biologie qu'il devienne possible de prédire les capacités et donc parfois les dangers d'une cellule rien qu'en la regardant. Quant au neuvième candidat, Mehdi Ali Gadiri, il est médecin et ingénieur et il aspire à concevoir un nouveau cathéter, un fil aussi fin qu'un cheveu, capable de mesurer la pression et le débit jusque dans les plus petits vaisseaux du cœur. As for our 10th candidate, it was Claire Petch. She's studying how hydrogen storage can help solve the problem of energy flowing. So now, let's discover the four last candidates, and it will start with Jeren Kojaman. Hi, Jeren. Here is your thesis, scalable preparation of membranes based on graphene with A-scale pores, synthesis and applications. Yes. With Professor Kumar Varun Agrawal. Yeah. How do you feel, Jeren? I'm a bit nervous. No, yeah. Look, they're so nice. They're nice, right? Yeah, they're nice. Come here. Okay, yeah. Yes. They're all your friends, you know. Some have bought, but some don't. But anyway, they're all your friends. You can just stay in the middle and enjoy. It's only 180 seconds. That's way enough to make them happy. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Most of us start the day in the same way, with a cup of coffee. We take a coffee filter, pour hot water. Where the liquid coffee goes through, coffee grounds stay behind. Now, imagine doing something similar, but for capturing carbon dioxide, the main contributor to global warming. Actually, in my research, we are using this very same concept. We develop filters which let CO2 molecules in while blocking all the other industrial gas molecules. So it's like a coffee filter, but for gas separations. We use graphene as the filter material. Graphene is the thinnest material on Earth. It only has one atomic thickness. So we use graphene because thinner the filter material, faster you get your molecules. But there's a problem. Graphene itself is not letting anything to go through at all. It's a perfect wall for molecules. So to convert graphene into a sieve, we need to open tiny holes in it. And this is what my work is about. I'm trying to open these tiny holes on graphene, but these holes need to be extremely precise. They should be large enough to let CO2 molecules in, but at the same time, they should be small enough to keep all the other gas molecules behind. And this is the real challenge. The difference between these gas molecules are only a few atoms. It's millions times smaller than anything that human eye can see. And one of these holes are not enough. We need millions of them across large sheets of graphene formed uniformly and consistently. Then, how do we do that? During my research, we discovered that if we expose graphene to a reactive chemical while shining light on it, we can open these tiny holes on graphene. By controlling the speed of this reactive chemical near graphene surface, or the time that we keep light on, we can control the size of these holes. The process is very simple, and we can do everything at room temperature. And it works 300 times faster than commonly used methods to open these CO2 selective holes on graphene. But most importantly, we will be able to prepare large sizes of graphene filters in only a few minutes in near future. This is essential for industrial deployment. Because in the end, our goal is to take these graphene filters from a lab experiment to an industrial reality. And if we succeed, this thinnest material on Earth could become a very simple filter for one of our biggest problems. Thank you. Thank you, Jeren.
It was Jaron Kojaman. Voici à présent notre 12e candidate qui est Roxane Olivier. Bienvenue Roxane. Merci. Voici le titre de votre thèse, les relations structure-propriété au sein de réseaux de tenségrité. Cette thèse a été faite sous la supervision du professeur Sang-woo Kim. Ça va, vous êtes prête, Roxane? Autant qu'on le peut, je crois. Mais oui. Donc c'est parfait, vous avez 180 secondes pour convaincre le jury et le public. Profitez-en. Merci. Imaginez une ville sans téléphone ni Natel. Pas d'internet, de réseau, de Wi-Fi ni de GPS. Et pourtant, cette ville vibre et résonne. Ses habitantes arrivent à communiquer à distance, à se coordonner et se déplacer sans se perdre. Cette ville, c'est notre corps. Et ses habitantes, nos cellules. Quand je disais sans réseau, ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'entre nos cellules existe un réseau routier peu connu mais essentiel. La matrice extracellulaire. C'est une sorte de toile vivante, faite de fibres ou protéines, qui entoure les cellules, les relie et surtout transmet force et vibrations mécaniques. Pour se déplacer, une cellule s'y accroche, comme sur un filet d'acrobranche. Elle tire, pousse et tord ce filet, dont les déformations se propagent le long des routes. C'est ainsi que les cellules se parlent mécaniquement, et qu'elles se disent par exemple « moi je vais par là-bas » ou bien « venez vite m'aider, il faut réparer ici ». Bon. Mais comprendre comment cette matrice réagit mécaniquement est loin d'être simple. Pourquoi, me direz-vous? Tout d'abord parce qu'elle est désordonnée et irrégulière. Et puis surtout parce qu'elle est composée de nombreuses protéines aux propriétés mécaniques variées. Rien à voir avec du Kevlar, donc, aux fibres identiques et bien alignées. Dans notre matrice en particulier, certaines fibres sont tendues, comme des câbles, et d'autres comprimées, comme des ressorts. C'est précisément l'équilibre entre tension et compression qui donne à la matrice à la fois sa souplesse et sa rigidité. Vous pouvez le visualiser comme notre squelette, maintenu par les muscles. Enlevez l'un des deux, tension ou compression, et tout s'effondre. Je suis biomécanicienne et j'étudie ce genre de réseau, dit de tenségrité pour tension et intégrité. Mon travail consiste à modéliser et déformer ces réseaux pour mieux comprendre comment leur architecture, désordre, proportion des différents éléments, détermine leurs propriétés mécaniques. Et ce principe dépasse le vivant. Les mêmes idées sont utilisées dans la recherche sur les métamatériaux, des matériaux artificiels dont les propriétés dépendent tout autant de leur structure interne que de leurs composants élémentaires. L'objectif est ambitieux, partir des propriétés mécaniques souhaitées, plus résistants, plus souples, plus adaptables, et remonter jusqu'à la recette du réseau qui permettrait d'obtenir ces propriétés. Enfin, revenons à nos cellules. Ma thèse vise à relier le modèle mécanique que je développe avec un modèle de déplacement collectif de cellules pour mieux comprendre, par exemple, comment des cellules cancéreuses se propagent ou des tissus se réparent. En bref, j'étudie comment un réseau de protéines permet à nos cellules de communiquer et de se déplacer. Merci beaucoup. Merci Roxane. C'était Roxane Olivier. Nous arrivons à notre 13e candidat, our 13th candidate, and it's Soroush Rafi. Hello. Welcome, Soroush. Thank you. Here is your thesis, Self-Adjustable Valve for Glaucoma Treatment, from Concept to First-in-Human Validation. Exactly. With Professor Nikolaos Stergiopoulos. Yes. Are you ready, Soroush? Sure. I've heard it's not the first time you present your thesis today. No. Okay. It's the second time, exactly. The second time. I did my private today. Yes. Yeah. So Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. So 2 hours. You had 2 hours a few hours ago, and now you just have 180 seconds. Yes. So easy. Yeah, okay. very easy. Thank you so much. Enjoy, Soroush. Thank you so much.
Nobody likes playing with a half-deflated balloon or a one that's so full it's about to burst. The problem isn't the balloon, of course, it's the pressure inside. Now imagine that the balloon is your eyeball. Within your eyeball, a clear fluid is continuously produced and it has to drain out of the eye continuously. If the drainage can't keep up and that fluid can't leave the eye, the pressure builds, just like the air in the balloon. That pressure can slowly damage the optical nerve, the cable that carries visual information to the brain. And once that damage happens, it cannot be reversed. So that's glaucoma, one of the leading causes of irreversible blindness that affects more than 80 million people worldwide. But the good news is, glaucoma can often be slowed or prevented if it's diagnosed and treated early. Once medication isn't enough, surgeons implant a small drainage device to help the fluid leave out the eye and then lower the pressure. These devices can work, but they all have some fundamental issues. Right after the implantation, some of them drain too much, causing dangerously low pressure for the eye. Later, as the eye heals and scar tissue forms, they drain too little, allowing the pressure to rise again. So the real challenge in glaucoma treatment isn't just draining the fluid out, it's keeping the eye pressure within the target range all the time, not too low or not too high. So that was the main aim of my PhD. I worked on a new type of drainage device designed to automatically stabilize the eye pressure within the target range without any magnets, electronics, or any external adjustment. And this isn't just a laboratory concept anymore. Of course, when I started 4 years ago, it was, but as today I finished my PhD, the device has already entered to the first in human clinical trials with promising early results so far. And finally, here is the part that matters most to me. What this could mean for patients. If we can make pressure control more stable, it means we can reduce complication and stress and give patients something simple, a confidence that their vision is being protected. Because at the end of the day, it's not about a medical device, it's about helping people to keep the sight they still have. Thank you very much. Thank you, Soros. Eh bien, il est temps d'accueillir notre dernière candidate pour ce soir. Et il s'agit de Joséphine Maibom. Waouh! J'essaie de dire, oui, il y a vraiment votre prénom découpé en différents noms. C'est pas la bonne. Si. Joséphine, vous avez du soutien donc pour présenter cette thèse. Son titre, Inactivation protéolytique des virus dans l'eau du lac, sous la supervision du professeur Tamar Kohn. Oui. Êtes-vous prête, oui. Joséphine? Bien. Alors profitez de ces 180 secondes. Super. Toutes les quelques semaines, je me rends au lac pour prélever de l'eau pour mes expériences. Parfois, des passants ou des nageurs me demandent ce que je fais. Et je leur réponds que je cherche à comprendre comment les virus humains sont inactivés dans l'eau du lac. Nous connaissons tous le lourd fardeau des épidémies causées par des virus humains, par exemple les virus de la grippe ou du Covid. Mais alors que ces virus-là sont transmis par contact humain ou par l'air, d'autres virus peuvent se transmettre par l'eau et peuvent être amenés par les eaux usées dans la nature, par exemple dans les lacs. En contaminant ainsi l'eau, ces virus posent un risque réel pour la santé publique. Mais pour qu'un virus qui se retrouve dans le lac puisse infecter une nouvelle personne, il doit pouvoir survivre assez longtemps pour rencontrer un nouvel hôte. Et tous les virus n'ont pas la même capacité de survie dans l'eau. Certains peuvent survivre des semaines, alors que d'autres sont inactivés en quelques minutes seulement.
Pour mieux prédire la transmission de ces pathogènes, il est donc très important de comprendre cette différence et de savoir pourquoi entre deux virus, l'un peut survivre longtemps dans l'eau du lac alors que l'autre est rapidement inactivé. Nous savons que les autres micro-organismes du lac, qui sont naturellement présents dans l'eau, jouent un rôle important dans l'inactivation des virus. Ces micro-organismes produisent des molécules capables d'attaquer la structure du virus. Ces molécules sont appelées protéases et agissent comme des ciseaux microscopiques coupant les protéines qu'elles rencontrent dans l'eau. La structure d'un virus étant composée de protéines, cela veut dire que les protéases peuvent couper la structure du virus, ce qui entraîne son inactivation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les protéases ne coupent pas tous les types de protéines. Elles agissent comme un scanner à code barre, scannant les protéines qu'elles rencontrent dans l'eau, mais ne coupant que celles qui présentent une séquence spécifique. Et comme les virus présentent à leur surface des séquences de protéines uniques, cela veut dire qu'ils ne sont pas ciblés de la même manière par les protéases. Dans ma thèse, j'ai pu identifier une séquence exposée à la surface d'un virus qui est reconnue et coupée par les protéases de l'eau, ce qui entraîne son inactivation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette séquence n'est pas présente à la surface d'un autre virus, qui lui est beaucoup plus stable dans l'eau. J'ai donc pu mettre en évidence une différence structurelle entre deux virus, qui explique pourquoi le premier est rapidement inactivé dans l'eau, alors que le deuxième est beaucoup plus stable. Cette découverte avance notre compréhension de la stabilité des virus humains dans l'environnement et pourrait nous aider à développer de nouvelles stratégies pour mieux prévenir la transmission de ces pathogènes. Bien que ma période de prélèvement de l'eau du lac touche à sa fin, j'espère que vous comprenez à poser des questions à mes collègues. Merci Joséphine. C'était donc Joséphine Maibom, notre 14e, notre dernière candidate pour ce soir. Donc, vous avez vu passer tous les candidats, toutes les candidates pour cette 10e édition de ma thèse en 180 secondes de l'EPFL. Eh bien, je vous propose qu'on les accueille tous et toutes de nouveau, simplement pour que vous les photographiez, que vous voyez bien leur visage, que vous les reliez à leur thèse. Merci d'accueillir Rohan Singh, Celia Hermoso Diaz, Prabhu Prasad Swain, Anthony Gralak, Giulia Ramella, Jacopo Bilotto, Shruti Raja, Camille Lambert, Mehdi Ali Gadiri, Claire Petch, Jeren Kojaman, Roxane Olivier, Sorouche Rafi et Joséphine Maibom. J'ai quand même fait une petite erreur. J'ai oublié de rappeler les thèmes des thèses des 4 derniers et dernières candidates. Donc je vais le faire pour des raisons d'équité, évidemment. Nous avions eu our 11th candidate, who was Jeren Kojaman, who develops filters which lets CO2 molecules in while blocking all the other industrial gas molecules. Is that correct? Great, so now I can hear you. 12e candidate, Roxane Olivier, elle est biomécanicienne, elle étudie comment un réseau de protéines permet à nos cellules de se déplacer, de communiquer, voire de nous maintenir en vie. Sarouche Rafi was our 13th candidate whose PhD project aims at developing a new type of drainage device capable of stabilizing the eye pressure. Quant à notre 14e et dernière candidate, Joséphine Maibom, vous la croiserez peut-être donc les pieds dans le lac où elle cherche à comprendre comment et pourquoi les virus humains sont plus ou moins vite inactivés dans l'eau du lac. Voilà. Merci beaucoup à vous et bravo encore. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Nos 14 candidats de ce soir. You can go back. Now the jury will deliberate. Good luck. Don't know how you'll do that, but it's your job.
anyway, so you'll manage. You know that you have to vote, dear audience. You can vote for 1 or 2 people. To vote, you have to scan this, the QR code. You can scan it. Then you enter your code in capital letters. Don't forget to scroll to the bottom and to click submit. You can only vote once, so no mistake, okay? Don't hesitate to help your neighbor with your, I don't know, your phone, your fingers, your brain, depending on what your neighbor is missing. You just help your neighbor, and you have 180 seconds to do this vote. Let's start the stopwatch. So, who was your favorite candidate tonight, dear audience? This is high time to discover her, his, or their name, as you could vote for 2 people, we said. This is le prix du public que nous allons maintenant remettre. Je vais d'abord rappeler que Gareth est l'un de nos sponsors et j'ai donc le plaisir d'inviter Monsieur Aram Kradjian, Senior Director Engineering Strategy and Powertrain, à venir sur scène avec son cadeau. Non, il n'a pas gardé son cadeau. Bienvenue. Merci. Voici, merci. Je vous laisse peut-être nous présenter Gareth en 180 secondes. Tenez, non, vous pouvez choisir votre temps. Je vais parler en anglais. As you wish. So this was fascinating, and it's a pleasure to be here. For those who don't know Gareth Motion, we're a technology company. We're headquartered in Roll, and we're focused on zero-emission technologies and emission reduction technologies that go into cars, buses, trucks, ships, data centers, buildings, and beyond. And one of the key elements of our DNA is STEM, because we are passionate about technological differentiation, and therefore it's a pleasure to be here. It was really interesting to hear in 180 minutes summarizing all these great PhDs. So it's an honor for us to present this award. Okay, thank you. So Aram Kradjian, here is the public prize. So I let you the honor to read it. So the public prize will go to Mehdi Ali Gadiri. Tu l'avais mis là? Well done. Je vais prendre le micro. C'est bon? Congratulations. Thank you very much. Merci. Congratulations, Mehdi. So, now we'll have to move on to the prix du jury. Pour remettre le 3e prix du jury, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le journaliste scientifique Bastien Confineau. Bastien, merci. Est-ce qu'il y a des présentations qui vous ont donné envie de faire un sujet prochainement? De faire du journalisme scientifique, oui. Oui, bah voilà. Exactement. Non, je pense, je crois que j'ai parti, c'est la quoi, 12e édition? 10e. 10e édition. Bah, j'ai fait les 10 éditions en tant que jury et je trouve bravo à toutes et à tous parce que c'était vraiment une édition exceptionnelle. Vous avez été brillante et brillant. Il ne dit pas ça chaque année, j'en suis témoin. Donc, voilà. Malheureusement, il va falloir choisir. Mais oui, 3e voilà. Prix. Et donc, alors... le 3e prix est remis à, vous pouvez refaire comme tout à l'heure, Anthony Gralac. Bravo. Je vous laisse. Tu le gères. Merci beaucoup, well done. It was a pleasure. Thank you. Félicitations. Donne-moi le micro. Voilà. It's always funny to make pictures in front of 100 people, you know?
Merci. Congratulations. Yeah. No, please. You can stay here. You can please stay here. Donc, maintenant, nous allons remettre le deuxième prix du jury. J'appelle sur scène la vice-présidente associée pour l'éducation doctorale et la formation continue, professeure Anne-Marie Kermarek. Bonsoir. Vous, Anne-Marie, c'était votre première, je crois. C'est ma première fois ici à l'EPFL. J'ai déjà participé à des jurys pour ce même genre d'exercice dans d'autres circonstances. Mais c'est bien mieux ici, vous êtes d'accord? Bien mieux ici, évidemment. Donc vous reviendrez. Voilà, absolument. Je suis très fière de mes petits pensionnaires de l'EDOC. Et c'était une très belle édition. Ça manquait un tout petit peu d'informaticiens, mais bon, voilà. Le message est passé. En tout cas, Anne-Marie, I'll let you announce the name of the second jury prize. And the winner is Camille Lambert. Congratulations. Félicitations, je vous laisse rester ici, Camille. Il va falloir remettre maintenant le premier prix de cette 10e édition de ma thèse en 180 secondes, finale EPFL. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène le président de ce jury, le provost professeur Ambrogio Fasoli. Merci. Voilà, Ambrogio, est-ce que ça a été... comment ça s'est passé justement le choix de ce premier candidat aux premier ou première lauréate Très, très démocratique. C'est moi qui ai décidé, puis les autres ont dû accepter. Ah ouais, comme chaque année, ouais. Comme chaque année. Non, c'était un joli débat, mais on a tous et toutes remarqué la qualité, la fraîcheur que toutes les doctorantes et tous les doctorants ont projeté, et aussi le spectre des thèmes et le spectre des approches que nous avons vues. Donc nous sommes tous et toutes très très fiers de voir nos doctorants et nos doctorantes faire tout ça. Et peut-être on devrait les engager pour enseigner en fait, parce que je pense que les professeurs et les professeurs ne sont pas à la hauteur des fois de parler si clairement et de façon si succincte sur tout ça. Mais vous pouvez participer à la formation 180 secondes et puis avec grand plaisir, à la sélection. Voilà. On ne sait jamais. En tous les cas, vous avez maintenant à nous annoncer le nom de ce Oui, alors c'est toujours mon rêve de prix. pouvoir dire « The winner is », donc maintenant je vais le faire. Mais je veux le bruit. Oui. And the winner is Mehdi Ali Gadiri. Restez ici, Mehdi. Donc, je vous laisse venir tous les trois au centre pour la photo. Mettez-vous tous les trois au centre. J'allais dire aussi au vainqueur du prix du public de venir, mais il est déjà là. Donc, voici les trois lauréates de cette finale EPFL. Magnifique. Je vous laisse rester ici, rester sur scène. J'invite à présent à nous rejoindre tous les membres du jury, ainsi que Aram Kradian de Garrett et également Marie Favre, qui est secrétaire de la fondation EPFL+, qui soutient ma thèse en 180 secondes à l'EPFL. Venez donc, Marie Favre, s'il vous plaît. Et c'est Marie Favre qui va remettre les attestations après un petit mot. So, I'll let you the word of the end. On behalf of the president of the EPFL Foundation, Jacques de Saussure, and all its members,
I would like to extend our warmest congratulations on this truly exceptional performance. This evening, no fewer than 14 times, you transported us into your world. You opened the doors of your laboratories and, remarkably, you invited us in. What you shared was not only knowledge, but curiosity, rigor, creativity, and above all, such richness is an extraordinary gift to our entire community. Evenings like this, one, remind us of something essential. Excellence in research does not happen by chance. It requires sustained commitment, vision, and, crucially, financial support. By supporting research, we empower minds like yours to go further, to explore deeper, and to transform knowledge into impact for society as a whole. You are the stars that make EPFL shine. Through your dedication and your passion, you illuminate not only this institution, but also the future we are collectively building. We are deeply proud of you. Thank you, and once again, congratulations. So now, Marie-Fave, I let you call the name of each candidate tonight, and they will get their attestation. Anthony Gralac. Anthony Gralac, so here. Wait. I can hold this. Too many things, you know. Camille Lambert. Congratulations. Celia Hermoso Diaz. Come on. And you stay here. Yes, for the final picture. Jared. Seren Kochaman. Claire Petch. Julia Ramela. Jacopo Bilotto. Yes. Merci. Félicitations. Joséphine Mebaume. Mes félicitations. Mehdi Ali Gadiri. Prabhu Prasad Swain. Rohan Singh. Roxane Olivier. Sorouche Raifier. Who deserves 2 attestations, in fact. Congratulations. Struti Raja. Yeah, you can join. Yes, congratulations. Please stay with all the students. Come here.
Congratulations to all of you. Bravo. Et j'en profite pour remercier donc la Fondation EPFL+, pour son soutien à ma thèse en 180 secondes et Gareth pour son sponsoring. Évidemment, on remercie tous les membres du jury, les participantes et participants, le public, la professeure Annalisa Bouffa, l'école doctorale, les directeurs, les directrices de thèse, la CUSO et Keep Learning. Je rappelle, rendez-vous le 21 mai, ici même, pour la finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Et merci à l'équipe technique également.